Et donc on peut avancer. Quelle est ta 5e stat du jour à nous présenter pour ces Milwaukee Bucks 2024? Alors j'en ai 2, mais je vais en prendre qu'une pour l'instant. Je pense que la deuxième on pourra peut-être en discuter après. Ça concerne Giannis, dont on n'a pas parlé. Giannis, dont on n'a pas parlé encore. C'est 853. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Le nombre de fautes récoltées, non, je sais pas. C'est le nombre de tirs pris au cercle cette saison par Giannis. L'an dernier, c'était 718. Eh oui. 718. Donc, tu vois, alors oui, le pick and roll avec Lillard, ça n'a pas marché, mais on voit quand même un effet de passage à équipe offensive, puisqu'il y a plus de place sur le terrain. Et voilà, il fait sa meilleure saison à l'efficacité en carrière. Il fait la meilleure saison de l'histoire des Bucks sur la provocation de lancer franc cette saison. C'est incroyable. Et après, moi, le truc que j'ai trouvé très intéressant par rapport à cette saison de Giannis, c'est que, ok, oui, il a pris beaucoup de tirs au cercle, mais il a un gros pourcentage de réussite au cercle, parce que par exemple, tu vois, il y a 66% de ses tirs qui sont pris au cercle, à 77% de réussite, sachant qu'il était assisté au cercle qu'une fois sur 2. Donc ça veut dire que voilà, là en termes de machine à générer de l'attaque efficace, cette saison, Giannis a été littéralement une machine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire que c'est que des dunks. Non, il y a eu pas mal de choses. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, tu vois, alors oui, on a les classiques, le Eurostep, le spin move, mais j'ai trouvé qu'il y a une belle panoplie de finitions au cercle, tu vois, des finger rolls, quelques hook shots, notamment, tu vois, où c'est quelque chose avec quoi il avait un peu de mal, mais on sent qu'il a atteint désormais la maturité physique, où tu vois, il met le petit coup d'épaule à gauche pour créer la séparation, et avec un peu de déséquilibre, il peut enclencher un petit hook. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai aimé voir de Giannis, où non seulement il y a de l'efficacité, mais il y a aussi une petite partie de laboratoire qu'il y avait la saison dernière, c'est juste qu'elle était moins grande. Et je me demande, est-ce que c'est pas aussi lié au fait que là, il y avait plus de Chris Middleton pour prendre du pull-up, plus de Damian Lillard pour prendre du pull-up, donc Giannis, lui, il va plus se concentrer à finir les actions. Oui, mais c'est un peu comme on dit depuis des années, mais c'est le Shaq de l'ère moderne en fait, en un sens. C'est-à-dire le Shaq mais ajusté pour les requis du jeu de 2024. Alors à l'époque c'était 2020 encore déjà quand on le disait, mais sur ce côté domination au panier et pas que catch and shoot quoi, pas que catch and finish, je veux dire. Pas que dunk, ouais. C'est ça. En fait c'est Shaquille O'Neal, mais dans un jeu qui réclame plus d'espace et plus de dribble. Mais voilà, c'est la version aucun dribble, mais qui a toujours ce truc de lui c'est pas un post-up un peu comme avant dans le jeu d'avant. C'est qualité physique hors norme avec juste assez de dribble pour lui-même s'amener au panier quoi. Et en effet, c'est en fait moi aussi j'avais ma 5e stat elle était sur ça. C'était 112, moi c'était son true shooting plus, donc son efficacité relative à la moyenne, donc plus 12% par rapport à la moyenne, ce qui, voilà, pour moi c'est le grand retour du vrai Giannis. J'ai un peu envie de le dire comme ça. C'est vrai qu'on en avait discuté ça l'an dernier, on n'était pas trop d'accord là-dessus. Le truc c'est que pour moi l'an dernier, on va pas parler d'imposture, hein, loin de là. Non, je voulais dire pour moi il y avait un mauvais casting dans le sens où le projeter dans une course au MVP, dans cette course-là au MVP surtout, pour moi c'était un non-sens total parce que lui. Déjà parce que la concurrence était incroyable avec la saison de Jokic qui est une des meilleures de l'histoire et celle de Embiid qui était pas mal en 2023, et pour moi il était clairement loin derrière ces deux-là. Et en plus donc il y avait aussi cet aspect de lui-même aussi avait été moins bon et beaucoup moins bon que d'habitude en fait. L'an dernier c'est un peu une anomalie dans l'histoire du prime de Giannis parce que voilà il y avait Après, je peux comprendre aussi les fans un peu grand public, ils s'en foutent un peu de l'efficacité, je comprends. Et en l'occurrence, 2023, c'était quoi? C'était beaucoup moins efficace que d'habitude, mais avec un volume qui est immense en fait. Et donc ça permettait un peu de compenser. Et notamment, voilà, tu regardes les points par match, tu dis, le volume est immense quoi. Et tu fais pas gaffe à l'efficacité. Mais il y avait un peu, il mettait beaucoup de points, autant de points qu'avant, parce qu'il en rentrait moins, mais il prenait plus de tirs. Donc le volume venait un peu compenser. Et je peux aussi comprendre d'ailleurs qu'on puisse pondérer selon les cas. Parfois on aime bien le volume ou l'efficacité, ça c'est aussi à débattre. Mais clairement, en tout cas en termes d'efficacité, on était sur une vraie anomalie. Parce que tu vois, il était à 104, à peine plus 4% d'efficacité par rapport à la moyenne. Comme dit Giannis, c'est un phénomène, un des meilleurs de l'histoire, qui, les années d'avant, faisait du plus 12%, plus 11%, plus 9%, plus 15%. Oui. Voilà, si tu prends, moi j'ai mon petit tableur là, mon petit Excel à la maison, tu prends les saisons individuelles, plus de 30% d'usage, donc les gros volumes,
depuis 1980, il n'y a pas des données avant ça, mais depuis 1980, il a, du coup avec celle-ci, 2024, il a 4 saisons dans le top 60, grosso modo, de l'histoire en termes d'efficacité. Incroyable. C'est des trucs de folie. Giannis, c'est ça sa force, c'est de l'efficacité. Et c'est en ça que l'an dernier, c'était une anomalie totale et complète, parce qu'on avait un Giannis qui était pas efficace, même si toujours plus efficace que l'ensemble de la NBA, mais quand même très très loin de son pic à plus 15% à l'arrivée de Budenholzer. Mais donc on est de retour à une efficacité normale. Et pourquoi ? Parce que en fait on a aussi un Giannis un peu différent, notamment beaucoup moins forcé, entre guillemets forcé sur sa propre création. Oui. Et une autre stat qui est intéressante pour moi, c'est le 51% de paniers assistés, justement. Oui. Alors que l'an dernier, il était à 43% de paniers assistés. Et donc, en gros, il a pris une petite dizaine de pourcents. Donc, 50% de ses paniers sont assistés, sont consécutifs à une passe décisive, donc sont créés par autrui, on peut le dire comme ça. Alors que, comme dit, l'an dernier, c'était 43%. Et même au panier, tu l'as cité, au panier, il est passé de l'an dernier 42% assisté au panier à 52% cette année. Oui. Donc ça aide aussi. Et bon, tu vois, il y a des stats comme ça, il y en a plein. Tu regardes les stats sur Allman, donc le poseur d'écran sur pick and roll, même volume qu'avant, mais beaucoup plus efficace cette année. Il passe de 1,09 à 1,23 points par possession, beaucoup mieux. Au niveau des cuts, il en fait plus de cuts par match. Enfin, la stat des cuts, donc c'est les catch and finish. Il fait plus de cuts, plus de finish off ball, et en étant plus efficace, il passe de 1,37 à 1,49. Au niveau des touches par match aussi, c'est intéressant ça. Il touche autant le ballon que l'an dernier. Il touche autant le ballon, donc 77 l'an dernier, 79 cette année, ok. Par contre, il la garde beaucoup moins longtemps cette année. Et ça, je pense que ça vient aussi illustrer ça. Ce côté, il touche beaucoup la balle parce qu'il est au centre du projet, mais il va pas la garder autant que l'an dernier en termes de je remonte la balle, je fais mes pick and roll un peu statiques ou mes actions un peu statiques, isolation, etc. Voilà, il y a un peu cette notion pour moi où l'arrivée de Lillard a fait du bien. Oui. Parce qu'on n'a plus été obligé autant de tirer sur la corde qu'en 2023 où l'efficacité s'était un peu effondrée. Là, on a le retour du Giannis qui est top 3 NBA facile, quoi. Et puis, il y a quelque chose de mécanique avec, tu vois, par exemple, le fait d'avoir autant de joueurs dangereux, notamment au-delà de la ligne à 3 points, hein, puisqu'il y avait Beasley aussi qui a sorti une saison prolifique à 3 points. Quand tu prends, tu vois, Middleton, tu prends Brook Lopez et tu prends aussi Lillard, c'est qu'en fait, Giannis, même quand il a pas le ballon et qu'il est derrière la ligne à 3 points, c'est plus un non-facteur, tout simplement parce que quand il est en tête de raquette ou à 45 à 3 points et qu'il reçoit la balle, en fait, il a un dribble de la raquette. Hein. Ouais. Il a un dribble de la raquette. Donc, même si tu le défends comme un shooter et toi, tu restes loin de lui, il suffit qu'il passe un dribble, il arrive lancé dans la raquette et puis tu fais faute. Ouais. Non, mais effectivement, et c'est pour ça que j'insiste, mais le côté prendre quasiment 10 points de pourcentage sur le nombre de tes paniers qui sont assistés versus créés par toi, c'est pas négligeable. Hein. Ce genre de changement, c'est pas négligeable du tout. Donc ça explique aussi cette recontextualisation qui fait qu'on a un Giannis qui est de nouveau des efficacités d'élite parmi les meilleurs de l'histoire à un tel volume, quoi. C'est une anomalie du jeu, Giannis, parce qu'il y a ça. Bon, il y a la faiblesse que il est pas chapeau en termes de manipulation de défense, porteur de balle comme d'autres, mais en même temps c'est un intérieur, quoi. Donc c'est le Giannis de d'habitude, c'est un Giannis fabuleux, attaque, défense, Giannis magnifique. Mais quand tu vois, quand tu prends, tu vois, t'as parlé de la finition, et en fait, quand on reprend à peu près les critères, tu vois, les 60 un peu plus de 60% de tirs, un peu plus de 65% de tirs qui sont pris au cercle, en étant une fois sur deux assistés, tu vois, le joueur qui se rapproche le plus, c'est Zion, puisqu'il a 69% de tirs qui sont pris au cercle en étant assistés un peu moins d'une fois sur deux. Ouais. Et Zion, il est qu'à 67% au cercle. Enfin, entre de gros guillemets. Et Giannis, il est à 77% au cercle. Ouais. Non, mais là aussi, c'est un truc, tu vois, pendant des années, alors à l'époque, parce que maintenant, il joue plus trop, malheureusement, mais Ben Simmons, il y a beaucoup de comparaisons. Est-ce que Ben Simmons peut pas aussi se développer un modèle à Giannis ? et moi, je me souviens qu'on en avait longtemps parlé, on disait, mais en fait, non. Parce que Giannis, pourquoi ça marche ? C'est pas, un peu le côté porteur de balle qui a pas de pull-up, en gros. C'est un peu ça l'idée. Et en fait, non, parce que c'est à ce point une anomalie, Giannis, en termes de taille et longueur de bras. Et même un mec comme Ben Simmons, non, c'est pas pareil. Et même un mec comme Zion, qui lui-même est un créateur de décalage, et un mec qui met la pression sur le panier énorme. Mais Zion, il est gros, il est puissant, il est rapide, extrêmement rapide pour son poids, mais il a pas la taille. Alors que Giannis, il a tout, en fait. Et pour ça que le niveau de coordination et d'agilité et le niveau le développement athlétique qu'il a fait pour un mec de sa taille et de son envergure de bras,
c'est ce qui fait qu'on a le Shaq des temps modernes en fait, et que c'est pas aussi facile de se dire ah bah tiens on a un porteur de balle de grande taille qui a pas de jump shot, on peut le développer en Giannis. Non, c'est quand même un peu plus complexe que ça, parce que c'est vraiment, il a gagné la loterie génétique de la vie en fait, hein, grosso modo. Et il a aussi bossé parce qu'il est pas que grand, il y a un travail athlétique qui a été fabuleux. Ouais. Et un gros développement physique. Exactement. Oui. Exactement. Bon, et puis la défense, comme d'habitude, on n'a pas besoin d'en rajouter. Mais voilà, je voulais un peu reparler de ça parce que, comme dit, pour moi, l'an dernier, l'efficacité était vraiment une anomalie qui sortait un peu de nulle part et qui s'expliquait aussi peut-être par un mauvais contexte, une mauvaise utilisation. Donc là, je suis content de revoir un bon Giannis qui met beaucoup de paniers très efficacement. Et j'espère que par la suite, on continuera, parce qu'il a quel âge? Il doit avoir 30 ans, je pense, un truc comme ça. Je pense qu'on a encore 4-5 années de méga prime. Ouais, c'est ça. Patio qui les passe tout à Milwaukee. Hein. Ah, ça c'est vrai qu'il met pas mal la pression sur son front office toutes les 3 semaines. Mais bon, en même temps, c'est le jeu. Quand t'es une méga star, hein, t'as ce pouvoir, tu l'utilises si tu veux. Mais voilà, c'est pour moi, je mets vraiment un peu entre parenthèses l'an dernier, même si ça reste, voilà, je crois que je l'ai mis encore top 5 de mon top 100 l'an dernier. Donc la nuance est très très légère évidemment. Mais il faut quand même se rendre compte que depuis 2019, hein, depuis son entrée en prime, on va dire, on a un des meilleurs primes de l'histoire, quoi, assez facilement. Et là, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans, quoi. 6 ans de prime, avec en plus la défense derrière qui a peut-être pas chez des mecs comme Jokic et autres. C'est quand même assez génial, et surtout, on se dit que ça pourrait être encore mieux, pardon.